Salut Flavie, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans ce petit épisode d'Avoue les studios. On va plonger au cœur de ton podcast. Allez, je fais un petit teasing déjà de tes podcasts, principalement du board, le premier podcast que tu as lancé. Est-ce que déjà, en quelques secondes, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Eh ben avec plaisir. Donc moi je podcaste depuis 2 ans, puisque ça va être l'anniversaire des 2 ans du board là cette année. Et donc je suis une ancienne cadre dirigeante en entreprise qui a profité du confinement pour se lancer dans la grande aventure du podcasting. J'ai écouté énormément de podcasts, j'ai décidé d'en faire moi aussi de mon côté, en pyjama dans mon salon et en autodidacte. Et maintenant, ça fait partie de mes activités principales puisque je suis freelance et j'ai entre autres activités cette activité de média. Super. Est-ce que euh, tu peux nous rappeler un peu la genèse, l'origine et l'intention, on va dire, que tu as mis au tout début dans ce podcast, Le Board? Bah écoute, très bien. Mais alors, le board, ce que c'est aujourd'hui, c'est un podcast pour les solopreneurs ou les entrepreneurs early. Tu sais, ce moment où on Hmm. se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas encore d'argent ou de revenus démentiels, donc on fait tout seul. Et c'est encore le cas des solopreneurs qui décident par choix de rester seuls et de développer un business tout seul. Et donc, ce sont des experts que je reçois à mon micro toutes les semaines et je fais des mini-séries d'épisodes de 5 minutes pour donner des conseils quand on manage sa solo-entreprise. Voilà, mais quand je l'ai lancé, c'était pas forcément ça. Je l'ai lancé parce que bah, j'étais confinée, j'avais plus l'occasion de rencontrer des gens pour déjeuner, pour faire... pour moi, le networking, c'était très intéressant pour à la fois rencontrer des gens et surtout apprendre dans Hmm. mon métier. Et ça me manquait beaucoup. Du coup, j'ai eu l'idée de faire ça en podcast et de le diffuser. Et puis petit à petit, ça a accompagné ma propre aventure parce que je suis passée de salarié à solopreneur et du coup, j'ai continué à documenter mes apprentissages à travers le board. Donc voilà, pour moi, le board, c'est un moyen de me former d'abord et ensuite, je le partage parce que je pense que si moi, ça m'intéresse, il y a peut-être d'autres gens que ça pourra intéresser. Ouais, c'est souvent un petit peu égoïste, on va dire, C'est euh, ça. le fait de se lancer sur le podcast, mais après, c'est tellement riche. Euh, Ok, et du coup, comment tu t'es lancé tu as été voir un peu de doc ou tu as acheté un micro et tu t'es assez rapidement enregistré avec déjà une petite liste d'invités. Ça a été vite, en quelques mots, comment ça s'est Ça a passé au été début? assez vite. En fait, j'ai déjà regardé dans mon réseau qui j'avais d'intéressant, enfin qui avait plutôt quelque chose d'intéressant à dire parce qu'on avait déjà discuté. J'ai Oui. fait la liste de ces gens-là et je me suis dit, ces gens-là, j'ai envie de les faire parler parce que en fait, les gens les connaissent pas forcément. C'est pas forcément des méga stars, tu vois, genre des sportifs de haut niveau ou quoi. Mais je sais que ce qu'ils ont à dire, c'est super intéressant. Donc j'ai préparé ensuite un guide d'entretien. J'ai organisé mes premiers entretiens par visioconférence et j'ai acheté un micro tout simple, Bird, je sais plus, 60 euros, je crois. Et j'ai fait mes interviews comme ça. Et après, j'ai regardé un tuto Audacity. J'ai passé un sale quart d'heure parce que bon, voilà, c'est quand même un truc logiciel que tu découvres, tu te dis un peu, mais c'est quoi ce truc? Et voilà, depuis, je fais à peu près tout le temps les mêmes manips. Enfin, tu vois, j'ai pas énormément progressé. Mais voilà, ça m'a suffi pour faire mes premiers épisodes qui étaient pas au top, mais qui étaient pas mal non plus. Et de toute façon, je me suis rendu compte que la plus grosse des qualités, c'est que l'invité ait un micro. Oui, oui, oui. Bah, t'as dû être contente quand je suis passé. Je te remercie encore une fois parce que c'était un très très bon moment et le process était top. Euh, Merci. Ça, c'était un très très bon moment. Et est-ce que tu as eu des fails, des galères au début d'enregistrement, d'invités qui vient pas, de mauvais sons, de mauvaise diffusion ou tout s'est très bien passé? Ben, déjà, au début, j'avais fait un peu de stock. J'avais dû Oui, enregistrer, je crois, une dizaine d'épisodes pour être rassurée et pas être trop à flux tendu. J'ai bien fait parce que ensuite, je me suis retrouvée à plein de moments, notamment maintenant, là, avant l'été, je m'étais retrouvée à flux tendu. Et ça, c'est l'horreur du podcasteur. C'est-à-dire oui. que tu t'enregistres et direct, il faut publier. Donc ça, c'est pas bon du tout. Limite, il vaut mieux accepter de faire une pause et de reprendre quand tu as des épisodes en stock.
Ça, c'était ma galère numéro 1. Et c'est venu vite, en fait. Même si j'avais 4-5 semaines d'avance, il suffit d'annuler une interview pour X ou Y raison, qu'il y en ait une autre qui soit moyenne, ou ratée, où tu dises, bon, désolé, il faut la refaire. Une troisième où finalement, ça va pas dans le bon timing, soit de l'invité, soit du tien, et hop, t'as perdu ton avance. Donc ça, c'était ma galère principale. Deuxième galère, la classique, le son est mauvais du côté de l'interviewé. Ouais. Et t'oses pas lui dire, ou t'as pas testé, mais il y a des gens qui marchent, qui t'entendent des bruits, ou son son est pourri. Bon, ben, voilà, ça faut vraiment, maintenant, je suis vraiment intransigeante sur le son des invités. Il vaut mieux reporter très, assurément, quoi, ça c'est sûr. Ouais, puis je pense que c'est un bon conseil. Je leur dis, quoi, mais on est en 2022, t'as pas de micro, bah achète-toi un micro, en fait. Juste quand tu fais des zooms et tout, c'est trop pénible pour tout le monde d'avoir un mauvais son. Donc voilà, ça te servira dans la vie, ça coûte pas cher, et voilà, tu l'as. Et moi, ça va me sauver. C'est ça. Et après, la galère classique, c'est que quand tu lances un podcast, tu crois que tout le monde va l'écouter, et en fait, pas du tout. Et là, tu te dis, mais comment je vais faire pour que les gens le découvrent ? Et là, je suis toujours pas au bout, mais c'est énormément de travail pour faire connaître presque de la main à la main ton podcast. Et en fait, tu te rends compte que le temps de production, et tu mets insuffisamment de temps dans la promotion par rapport au temps que tu mets dans la production. Et bon, voilà. Alors que c'est un petit peu comme quand on écrit un livre, on dit souvent qu'il faut faire... si on a passé 4 mois à écrire un livre, il faut au moins passer 4 mois, si ce n'est plus, à le promouvoir. Pour un podcast, on en est loin. C'est toujours comme ça. Est-ce que tu as essayé quelques stratégies? Est-ce que tu as documenté un petit peu des actions grosses au début? Bah écoute, même si pourtant c'est un peu mon métier, quoi. Moi, je suis dans la direction commerciale et tout. Bizarrement, je l'avais pas appliqué à mon propre podcast. Donc, c'est quelque chose que je vais faire maintenant. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, un peu de pub ou des messages individuels sur LinkedIn aux gens voilà. Mais je l'ai pas du tout fait au début, et je pense que ce qui m'a fait le plus progresser, c'est de créer une page entreprise sur LinkedIn et de commenter, tu vois, des posts relatifs à des sujets dont je parle sur LinkedIn avec ma page de podcast, pour que les gens se disent, bah tiens, c'est quoi ce podcast ? Vas-y, je vais voir. Voilà, c'était un peu long. Au début, tu ne commentais pas. Ah bah oui, parce que tu avais tu étais en poste salarié aussi, c'était un petit peu touchy. En fait, ouais, bizarrement, j'ai mis du temps à sortir du bois sur LinkedIn parce que... Mais ça, c'est une sacrée gymnastique. T'es d'accord que c'est un peu bizarre? T'as envie de dire, bah venez écouter mon épisode, on parle de ça. Et quand tu dis ça, bah personne n'écoute parce que le post n'a pas de portée. Bien sûr. Donc, il a fallu apprendre à utiliser LinkedIn, apprendre à écrire des choses qui intéressent les gens, qui les font réagir et tout et tout. Et alors seulement, LinkedIn m'a apporté des auditeurs. Tu as fait aussi un petit peu de cross-promo? Enfin, tu es intervenu sur plusieurs podcasts? Mais oui, et ça, c'est vrai qu'on soupçonne pas la portée en fait de ça, et donc je l'ai fait avec pas mal de membres du collectif de Podcast Mania, et en fait même, j'ai envie de dire, faut être plus open que ça. C'est pas forcément des gens qui parlent déjà de ce dont tu parles, parce que tu vois, je suis allée parler sur un podcast de féminisme, sur un autre de Web3, enfin voilà, des sujets variés. Et en fait, juste les gens, ils t'aiment bien, ils te trouvent sympa, du coup, ils vont être par curiosité écouter ton podcast. Et là, ça peut être quitte ou double. S'ils sont dans la cible, ils vont rester. Et s'ils sont pas dans la cible, c'est pas grave, on se quitte bons amis. En tout cas, ils auront plus de chances de s'abonner puisqu'ils sont déjà habitués à écouter, à consommer du podcast. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est la base. Mais en même temps, tu es d'accord que c'est pas évident de trouver déjà les podcasts les autres podcasts, parce que tout le monde conseille tout le temps les mêmes. Oui. Donc, connaître des podcasts petits ou moyens qui traitent de sujets qui t'intéressent, il faut d'abord les trouver, les chercher, les identifier pour pouvoir ensuite faire de la cross-promo. Ouais. Avec des mots-clés, mais il faut vraiment élargir à 360 degrés un petit peu tous les thèmes, les facettes que tu peux aborder en fonction de ton expérience et ton parcours, réussi ou pas. Alors, tu as raison d'en parler, parce que ça aussi, c'est souvent ce qui va restreindre les gens sur le cross-promo, c'est « oui, mais c'est pas ma ligne éditoriale ». Bon, tu peux faire un hors-série pour faire venir un autre podcasteur, parce que faut rendre l'appareil. Ou alors,
tu peux changer d'angle. C'est-à-dire que moi, je vais pas forcément parler de solopreneur quand je vais sur les podcasts des autres. Eh oui. Sur le podcast d'Enger, j'étais allée parler de side project. Sur un autre podcast de comment on fait pour avoir de l'influence en entreprise. Donc tu vois, en fait, il y a plein de choses à puiser dans ton expérience, plein d'angles. Et il faut proposer un angle adapté au podcast de l'autre. Tu as lancé aussi une newsletter dès le début ou pas? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Je crois pas. Peut-être je pas l'avais que... vu quand même assez tôt qu'il fallait avoir des mails et tout. Donc j'ai dû la lancer relativement tôt. Par contre, j'ai pas forcément écrit des trucs. Je suis passée par au moins 12 ou 15 formats de newsletter. Je suis toujours pas sûre d'être au bout. Mais là, je pense que j'ai trouvé un format qui moi, me plaît. Que t'es régulière. Voilà, je suis plus régulière, c'est hebdo. Et ce que je fais, c'est que je dis, voilà, tous les bonus, les liens, les petits tips en plus, on vous les met dans la newsletter. Donc, si tu veux, t'écoutes le podcast, l'invité parle d'un truc, un moment, un concept ou quoi, ou un lien ou un outil qu'il utilise, et ça, je le mets dans la newsletter. Comme ça, c'est plus facile pour cliquer, pour retrouver. Tu vois, ça va plus vite. Donc, c'est une newsletter très pratique. C'est pas une newsletter aspirationnelle. Je sais pas quel est le bon format là-dessus. Je pense qu'il faut tester. Pour le moment, je fais ça. Peut-être que demain, j'aurai une autre idée. Et autre remarque, enfin, c'est une observation. Tu es passé d'un épisode d'environ 30 minutes, 40 minutes par semaine à des contenus beaucoup, beaucoup plus courts. Et du coup, plus nombreux. Alors ça a été la révélation. Déjà, merci Netflix. Ouais. Parce que, en fait, je regarde beaucoup Netflix. Je sais pas, je vais au ciné. J'ai pas mal de loisirs culturels ou moins, mais en tout cas, je binge pas mal de séries aussi. Oui. Et je me dis, mais c'est marrant quand même. C'est vraiment le succès du moment, c'est les mini-séries, tu vois. Et je me dis, bon, voilà, ça me donne une idée. Et je me dis, et moi, peut-être que je pourrais faire mon podcast en série aussi, plutôt que de faire des épisodes qui se suivent, par exemple. Donc voilà, ça me donne l'idée. Et après, je me suis dit, bah oui, c'est facile, j'interviewe quelqu'un, mais au lieu que ce soit monolithique et un peu chiant pendant 40 minutes, je le drive pour que ça fasse 5 épisodes, donc avec à chaque fois 5 mini-thèmes. Et c'est là qu'est né mon format mini-série. Je l'ai bêta-testé avec des auditeurs, j'ai demandé qui est d'accord pour écouter et tout. Ils m'ont confirmé l'intérêt, ils m'ont permis de corriger 2-3 trucs. Et à partir de là, j'ai changé de format, donc... Ça dure le même temps finalement, parce que souvent les gens ils écoutent toute la mini-série, tu vois. Oui, quand tu mais au moins il y a une dynamique. Voilà, mais c'est plus dynamique, c'est plus sympa, c'est plus monté. Alors oui, ça me demande plus de temps de montage. Ça te demande beaucoup plus de temps, ouais. Plus de temps, alors pas forcément plus de temps d'enregistrement, parce que j'enregistre tout d'un coup. Un peu plus de temps de montage et plus de temps de diffusion, parce qu'au lieu d'en diffuser 1, t'en diffuses 5. Ouais. Mais bon, c'est beaucoup de copier-coller quand même. Mais bon, depuis que j'ai fait ça, mes audiences, elles ont été multipliées, enfin, elles ont vraiment augmenté de fou. Donc, il y a le truc numérique de t'écoutes 5 fois au lieu d'une fois, mais il n'y a pas que ça. Il y a le nombre d'auditeurs uniques aussi qui a augmenté. Oui. Ouais, parce que du coup, tu partages plus facilement, en tout cas, toi, en tant que auditeur unique, tu t'engages juste, entre guillemets, à écouter 5 minutes et au final, c'est comme sur Netflix. Tu restes pour toute la série. Et du coup, tu peux aussi partager beaucoup plus facilement un mini-épisode sur un thème très précis à quelqu'un dont normalement il a le besoin plus spécifique. Et après, ça fait des petits, quoi. En fait, c'est aussi, ça vient d'un problème du podcast, c'est que c'est très difficile de dire dans un titre de podcast de quoi tu vas parler dans un épisode, surtout quand il est long. Tu parles de plein de choses. De la vie, des expériences, des do's, des don'ts. Donc, l'avantage des mini-séries, c'est que ça permet de faire des trucs plus précis. Du coup, les gens, ils en ont pour leur argent, entre guillemets. Ils savent ce qu'ils vont trouver dans le podcast et je pense que ça les rassure. Et peut-être que tu es mieux référencé de manière plus précise, que ce soit en tapant des mots-clés, même si je pense qu'il y en a peu qui font des recherches comme ça sur Spotify ou Apple Podcast, mais tu dois quand même peut-être plus ressortir sur un Google ou un YouTube avec des épisodes très précis. Ah ouais, faudrait que je creuse ça. Mais ça, c'est dans la longue to-do list du podcasteur où tu es d'accord que c'est éternel, tous nos chantiers. C'est sans fin. C'est sans fin. c'est agréable, heureusement. Mais alors... Et après, tu vois, une fois que tu as ce format, tu peux encore le faire évoluer. Et moi, ce qui m'a permis de le faire évoluer, c'est d'accepter de faire des thèmes très précis.
Donc, une mini-série vraiment dédiée sur un mini-sujet, genre, je sais pas moi, par exemple, comment se lancer sur TikTok. Ou La RSE. comment avoir plus d'impact en tant que solopreneur. Tu vois, en fait, des mini-sujets. Et, j'avais peur que ça me coupe du monde, mais c'est mieux des petits sujets précis. Au moins, pareil, on en a pour son argent. Et après, on reste pour les autres mini-séries si ça nous intéresse, plutôt que des sujets vagues dont tout le monde a déjà parlé sur l'entrepreneuriat ou le leadership. Ouais, je comprends très très bien. Et du coup, comment s'est opérée du coup cette transition en termes d'activité professionnelle? Est-ce que c'est l'aventure du podcast qui t'a accompagné et ouvert des portes, fait rencontrer des personnes qui t'ont donné suffisamment confiance pour te lancer dans le grand bain ou ça s'est un petit peu opéré autrement? Mais c'est trop marrant parce que j'ai lancé le podcast. J'avais quand même un peu en tête, peut-être qu'un jour je serai entrepreneur quand même. Tu vois, j'avais cet esprit Oui. entrepreneurial même dans mon taf, mais j'avais pas d'idée précise. Donc je me suis dit, si je fais un podcast qui parle de ce sujet-là, ça me permettra de rencontrer des gens cool, sympas. En plus, moi, ça m'intéresse, donc voilà, banco. En gros, je me suis dit, ça valide au moins certains objectifs. Et par contre, j'avais pas forcément d'idée de business. Et ensuite, j'ai vu toutes les possibilités en interviewant d'autres entrepreneurs et tout ça. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est complètement possible. Et donc, le podcast n'est pas une activité rémunératrice pour moi, au sens, c'est pas elle où je me suis dit, bah tiens, je gagne trop d'argent en faisant du podcast, je vais devenir freelance. Oui. C'est plutôt, j'ai rencontré d'autres freelances qui m'ont montré que c'était possible d'être freelance dans ma spécialité. Du coup, je suis devenue freelance et j'ai gardé le podcast pour continuer à me faire connaître, pour avoir une activité, canal. Voilà, agréable, voilà, de formation et tout ça. Et finalement aussi parce que le freelancing se prête très bien à avoir plusieurs types d'activités. Donc c'est quand même, je pense que le podcast, ça a été mon point de départ qui m'a donné confiance pour entreprendre. C'est ton accélérateur. C'est ça. Et aujourd'hui, à tel point que du coup, il y a une seconde activité, hein, entre guillemets, une seconde spécificité qui est en train de se mettre en place, où là, tout de suite, tu as pensé à créer un podcast et à le monétiser. Et là, c'est l'inverse. Du coup, j'ai fait les choses entre guillemets dans le bon ordre et bien. Mais bon, c'est agréable de faire, voilà, de découvrir d'abord et ensuite d'améliorer. Là, j'ai pivoté mon activité dans le Web3. J'ai rencontré un collectif de freelance Web3, Fleet. Donc, on développe ce collectif pour, en gros, travailler dans le Web3 et aider les entreprises à développer des projets Web3, tu vois, NFT, métaverse, crypto, tout ça. Et à comprendre l'univers du Web3. Voilà. Et donc, je me suis dit, pour que les gens nous connaissent et nous identifient, et pour plein de raisons, ça serait bien de faire un podcast. Et donc, j'ai proposé à Marie Robin, qui a créé le collectif, de faire un podcast. Et par contre, là, j'ai fait les choses de façon plus intentionnelle, tu vois. Ouais. Je me suis dit, quel serait l'objectif du podcast ? Le premier objectif qu'on s'est donné, c'est d'avoir des talents, déjà, dans notre collectif qui soient bons, parce que sinon, on peut pas accompagner les boîtes. Donc, l'objectif numéro 1, recruter des freelances pour travailler dans le Web3. Donc, j'ai fait une première saison. C'est pour ça aussi que je fais des saisons et que chaque saison sera très différente. Et la saison numéro 1, c'est les 10 métiers du Web3. Je suis allée interviewer 10 freelances qui travaillent dans le Web3. Et du coup, forcément, ça va être écouté par des freelances qui ont envie de se former au Web3 et ça va nous faire des recrues. Et là, troisième étape, j'ai dit, il faut qu'on le sponsorise parce que ça va intéresser des gens, comme c'est un truc très niche. Et donc, j'ai d'abord monté un dossier de sponsoring et trouvé des sponsors avant de le lancer. Super. Et tout ça en combien de temps ? Entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu auras cette première saison sponsorisée et diffusée ? Mai, juin, juillet. Entre 4 et 5 mois. Ok. On voit que l'expérience du coup du premier podcast et de quand même plusieurs projets et une bonne expérience dans ta carrière précédente a beaucoup aidé, quoi. Ah évidemment, voilà, tout ce qu'on fait, c'est pas pour rien, même les épisodes ratés, même les trucs. Enfin, tu vois, moi, le board, ça a 2 ans. Ça a mis 1 an et demi avant de décoller. Donc, voilà. Et puis, et j'ai toujours pas de sponsor parce que j'y ai pas pensé. C'est une aventure
Ouais. qui est quand même à viser sur le long terme. Mais une fois que en tout cas le modèle ou l'audience est là, tu te rends compte que ça va très vite puisqu'il y a un catalogue et un actif qui est en place. Voilà, et puis c'est ce que j'allais dire, parce que maintenant, les gens qui arrivent, ils ont le plaisir de pouvoir binge listener. Alors qu'avant, ils arrivaient, il y avait peut-être rien. Donc s'ils tombaient sur un épisode moyen, bon, ils s'en allaient. Là, je pense qu'au moins pour la rétention, ça sera pas mal. Quelle est justement aujourd'hui, avec cette expérience et encore plus ta vision ton immersion dans le Web3, ta vision du podcasting en France en 2022? Où va-t-on? Quels sont un petit peu les modèles ou les tendances qui vont émerger selon toi? Alors, déjà, moi, si je m'intéresse au Web3, c'est pour le côté valorisation de la création. Et après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je trouvais le milieu du podcast assez injuste, parce qu'en fait, il y a une prime aux primo-arrivants, aux gros podcasts qui se sont professionnalisés, qui sont les seuls sponsorisés, etc., qui ont des équipes dédiées, qui ont des moyens colossaux de production. Donc, quand tu arrives en tant que petit, tu peux pas être au même niveau de qualité, les sponsors s'intéressent pas à toi parce que tu fais pas assez d'écoute, et donc bref, tu fais tout gratuit. Donc c'est sympa, mais à un moment, vu le temps que ça prend, si tu veux, faut quand même vivre de sa création. C'est pas normal que tu fasses tout gratuit. Tu vois, par exemple, Netflix, moi je paye tous les mois pour regarder Netflix, alors que je paye pas pour les heures et les heures de podcasts que j'écoute et qui me sont ô combien précieuses. Et en fait, le Web3, notamment avec les NFT, permettent de vendre des NFT pour sponsoriser ton podcast, enfin faire en sorte que la communauté participe à ta création. Et moi, c'est ce que j'ai découvert et je conseille vraiment à tous les podcasteurs de s'y intéresser parce que ça permet au moins d'avoir une source d'argent. Je vous dis pas que ça vous fera vivre. Et en plus, qui est communautaire, du coup, ça vous permet de créer un espace où les auditeurs, entre eux, vont pouvoir échanger. Parce que c'est la deuxième injustice du podcast, c'est que toi, tu sais que les gens ont des points communs, mais ils se rencontrent pas. Ouais. Donc moi, je trouve ça génial et j'ai bientôt mes NFT qui sortent. J'ai créé un Discord pour que les gens se retrouvent. Et en fait, c'est la deuxième réussite et apprentissage. C'est pas que les écoutes, c'est que ça commence à créer une vraie communauté. Et ça me plaît. Et ça, c'est concret. Et quand tu donnes, je sais pas, bientôt rendez-vous ou que tu mets dans une salle, dans un groupe, 50, 100, 500 personnes, c'est palpable, quoi. Exactement. Et du coup, dans une communauté, moi, je considère maintenant, grâce au Web3 aussi, que tout est communauté, c'est-à-dire mes clients B2B, les gens qui auront envie de sponsoriser, les membres, les auditeurs, on peut tous contribuer à notre façon et on peut se rencontrer. Et c'est là que ça va devenir intéressant aussi d'ailleurs pour un sponsor. C'est que voilà, être sponsor d'un truc où il y a déjà une vraie communauté fédérée, ils pourront discuter directement avec les auditeurs. Ça sera plus intéressant en termes de ROI, je pense, que de juste mettre une pub et espérer que les gens cliquent. Ouais. Si tu fais un événement privé où tu les mets au milieu de la scène et allez-y, faites une présentation et surtout faire un question-réponse après, ils apprendront énormément de choses. Ouais, c'est ça. Et puis après, voilà, il y a aussi le côté... le Web3, c'est la tech. Il y a plein de choses tech qui se passent. C'est la création, c'est rencontrer des gens. Moi, j'ai rencontré des artistes 3D, des NFT artistes. Donc, du coup, ça me donne des idées aussi peut-être plus créatives. En me disant peut-être qu'on pourrait faire des œuvres d'art numériques et tout. Tu vois, ça ouvre un aspect plus créatif aussi. Et que va comprendre du coup ce NFT du board? Qu'est-ce qu'il va y avoir en échange ou en face? Moi, pour garder le spirit Web3 que j'adore, j'ai décidé que ça serait pas trop un contenu, c'est-à-dire un fichier audio ou quoi, parce que ça, à la limite, c'est pas ça que les gens achètent. J'ai plutôt décidé que ça serait les founding members ou les board members en quelque sorte, et qu'en fait, les gens qui auraient le NFT, ils m'aideront à construire le board. C'est-à-dire qu'on va décider ensemble la ligne édito, on va choisir les invités, ils pourront poser des questions, pourquoi pas prendre le mic, on fera des épisodes spéciaux, donc ils auront un peu l'opportunité d'être plus actifs dans le média, et je pense que les gens, ils sont contents, tu vois, de participer sans avoir toutes les galères du podcasteur, voilà. Mais voilà, d'avoir leur nom sur un épisode, de pouvoir peut-être être dans un article dans la presse, tu vois.
Faire en gros, contribuer aux médias et faire une espèce de super communauté ensemble. S'engager ensemble. Ouais. Mm. Et aujourd'hui, tu penses avoir besoin de quoi, si tu as besoin de quelque chose pour continuer et développer ce média? J'ai besoin de plein de choses. Non, mais plein de trucs que j'ai pas fait. Tu vois, par exemple, je trouve que le podcast, c'est un truc très écrit. On écrit pour préparer ces épisodes et tout, mais à la fin, on fait de l'audio. Donc, il faudrait que je prenne le temps de tout retranscrire aussi, faire des articles ou, je sais pas moi, j'allais dire un livre, peut-être pas, mais des guides, des choses comme ça, avec tous les conseils. Tu vois, j'ai fait plus de 200 épisodes sur les solopreneurs. Ça en fait des conseils. Donc, l'audio, je trouve, a un petit côté un peu frustrant que tu vas pas te réécouter 70 heures de podcast. Donc, j'aimerais bien prendre du temps pour consigner tout ça dans un, je sais pas, documenter Pour ça. valoriser Oui. et recycler sur plusieurs manières chaque épisode. Bah oui, c'est Ouais. ça. Donc, puis peut-être, le SEO, tout ça, voilà, ça me plairait, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, non, et puis après, continuer à le faire connaître, hein, ça c'est sûr. Il y a encore finalement peu de monde qui le connaît par rapport à tout ce que ça pourrait aider. Donc, faire toujours plus de collabs, des collabs avec d'autres personnes. Peut-être aussi avec des influenceurs, avec des institutionnels, avec, tu vois, des marques et tout, voilà, pour faire des articles ensemble, faire connaître le board. Et bien sûr, la presse, que je suis pas du tout, comme je connais pas du tout les codes et tout, j'avais pas du tout parlé dans la presse, donc pourquoi pas? Ok, génial. Et si dernière question, du coup, ça te prend aujourd'hui, chaque semaine en moyenne, hein, si tu lis ça sur l'année, ça te prend combien de temps? Moi, je dis un épisode égale un jour de travail, à peu près. J'avais calculé ça. Le temps de trouver l'invité, d'enregistrer, de monter, de promouvoir, de faire le post sur LinkedIn et tout. Mais franchement, je pensais même presque un jour et demi. Parce que souvent, la newsletter, je l'écris le week-end. Ah ben zut, j'ai oublié de mettre mes trucs sur... Enfin, bon, bref. Tu vois, Ouais. donc je dirais entre 1 et 1 jour et demi facile de travail. Et puis devant Netflix, tu rajoutes la miniature et 2-3 liens sur Audio Mint, et puis voilà. Ouais, je vois très très bien. Ravi vraiment d'avoir plongé en immersion vraiment sur ces deux podcasts. J'ai écouté le début de Fleet, pardon, et je crois que le démarrage, en tout cas, il va rien avoir il va pas avoir de comparaison avec celui du board. Voilà, on voit bien qu'il y a une expérience et le niveau qui augmente à chaque production. C'est clair. Écoute, merci, c'est super sympa en tout cas. Donc, on mettra les liens dans la description pour te contacter et surtout t'écouter. Super, merci beaucoup. À très bientôt, Flavie. Merci beaucoup. À bientôt.